c'est le week-end de la Nuit des Étoiles. Pour cette occasion, je me trouve à l'Observatoire astronomique de Paris, en partenariat avec Ciel et Espace, qui vous propose 20% de réduction sur l'abonnement papier et numérique et 30% de réduction sur l'abonnement seulement numérique, avec en plus un accès à tous les anciens numéros du magazine sur cieletespace.fr. Toutes les informations sont en description. Bonjour, bonsoir tout le monde, on est toujours dans la période de la nuit des étoiles, donc on est toujours sous cette magnifique coupole de l'Observatoire de Paris, toujours sous le grand réfracteur de 9 mètres, et je suis toujours avec Jacques-Olivier Baruch, bien sûr c'est des noms de famille, voilà. Et aujourd'hui nous sommes avec Alain et Alain. Alors pareil, je vais pas faire l'affront de prononcer vos noms de famille, alors Alain Siroux. Alain Siroux, qui est le... Alors, du coup, tu es pas rédacteur en chef, tu es... Directeur de la rédaction. Directeur de la rédaction, merci, de Ciel et Espace. Et c'est notamment toi qui as commis en grande partie ceci, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, le Ciel et Espace spécial fake news dans l'espace. Parce que l'on sait tous que la Terre est plate et supportée par une grande tortue cosmique avec les 4 éléphants. Enfin, bon, bref, voilà. Et nous avons Alain... Riazuelo, heureusement que c'est toi qui le prononces. Donc toi, tu es astrophysicien, si je ne dis pas de bêtises. Tu es notamment spécialisé dans les trous noirs. Tu as aussi commis un livre que j'ai pas là, donc du coup, je vais faire l'effort d'incruster. Mets-moi bien sur le côté, Jean-Luc, que j'ai de la place pour incruster là la couverture de ton livre qui s'appelle donc Pourquoi la Terre est ronde. Pourquoi la Terre est ronde, mais qui s'adresse en vrai à des gens qui pensent qu'elle est plate. Ah bah j'espère qu'ils liront ce livre en tout cas. Sorti en 2019. 2019, d'accord. Donc c'est du pré-confinement. Chez Humain Science. Chez Humain Science. Humain Science, d'accord. Ouais, donc je vais essayer de vous mettre la couverture là quelque part. Il faudra m'envoyer voilà. Et donc, on est toujours dans la période de la nuit des étoiles. Donc, je vais quand même montrer ça parce que c'est vrai que là, on a les hors-séries, mais du coup, on a aussi la 4e de couverture avec l'affiche de la nuit des étoiles de cette année. En plus, ah oui, vous avez mis Pesquet dessus. Ah oui, c'est Plantu qui a dessiné ça. Voilà, avec le petit Pesquet dessus. Bref, aujourd'hui, c'est la dernière des émissions spéciales Nuit des étoiles. Et aujourd'hui, on va parler fake news. Mais comme pendant les émissions précédentes, je suis accompagné et je ne vais pas diriger le gros de l'interview. Donc, Jacques-Olivier, je te passe le relais. Alors oui, pour commencer, déjà, il faut dire que les Nuits des Étoiles, c'est coordonné par l'Association française d'astronomie. Oui. Ce qu'on n'avait pas dit la dernière fois. Oui, c'est vrai. Qui est l'éditeur de Ciel et Espace. Et donc, qui se prend d'affection, j'allais dire, c'est pas tout à fait ça, pour ce qu'on appelle les fake news en anglais, ou en français les infox, contraction de information et intoxication. Oui. Parce qu'avec la multiplication des canaux d'information, et nous participons à ça, avec YouTube, il y a une multiplication des intoxications, ou des infoxications. Et c'est moche quand même, infox. Je préfère fake news. Je ne sais pas pour toi, mais... Oui, c'est un choix. Alors, question, pourquoi la FA fait ça ? Je pense que c'est un phénomène qui a toutes les raisons de nous inquiéter. Alors, je dirais nous inquiéter sur le sens de ce que la démocratie est en danger quand on dit n'importe quoi, sans vérifier ses sources, de façon générale. On a pu le voir avec une année de pandémie où on a vu défiler des experts de tout et de n'importe quoi, où on a eu énormément de mal à se repérer, et où la question du traitement de la science au sens large dans les médias nous a interrogés, et surtout nous a interrogés sur le sens de ce qu'est le média de façon large et de ce que veut dire la science exactement. Et moi j'aime bien qu'on en parle dans le cadre des Nuits des Étoiles parce que les Nuits des Étoiles, à l'origine, dans l'idée, l'esprit c'est le partage. C'est de transférer non pas nécessairement des connaissances, mais d'abord des envies, des plaisirs, des joies, de la transmission entre générations, entre gens qui savent et gens qui veulent apprendre, entre gens qui se posent des questions
et d'autres qui ont des certitudes. Et c'est là où on commence à se rejoindre. Et le ciel, pour le compte, est un écran de projection absolument génial. C'est-à-dire que c'est la première mondialisation réussie, le ciel. C'est-à-dire quand vous regardez le ciel d'été, eh bien, vous avez des constellations qui ont été imaginées par les Babyloniens, qui ont été nommées par les Grecs, les Romains, qui ont des noms arabes, et qui, à partir du moment où Galilée est arrivé, où la lunette a été braquée vers le ciel, ont acquis une profondeur. Et on découvre, en regardant le ciel, finalement, quelque chose de très original, qui est que il y a des animaux mythiques dans ce ciel, il y a des légendes, il y a des dieux, mais en même temps, il y a de la science, il y a de l'interrogation, il y a des découvertes, il y a des photos. Et ce ciel, il représente comme un palimpseste, c'est-à-dire quelque chose qui est l'écriture de multiples générations. Et pour faire simple, c'est que si aujourd'hui, on va dire un pharaon, Charlemagne, n'importe quel chef religieux, politique ou n'importe quel philosophe revenait, Platon par exemple, eh bien il ne reconnaîtrait rien de la terre, sauf le ciel, qui a très très peu bougé à quelques pouillèmes près. Et ce ciel finalement est toujours pour nous un motif de discussion, d'interrogation, de joie, de plaisir. Et je pense que justement c'est le sel même des Nuits des Étoiles que de permettre cela. La plupart des gens vivent dans des cités, ont la lumière au-dessus de leur tête et n'ont pas accès au ciel. Et retrouver ce ciel dans les clubs, les associations, à l'occasion des nuits, entre amis, etc. Et commencer à parler du ciel lui-même, celui qui transporte cette mythologie, mais aussi cette connaissance et cette question sur fondamentalement presque métaphysique, mais aussi d'où venons-nous, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi est-ce qu'il est là, a un vrai sens. Et ce sens, pour moi, c'est le partage. Et pour répondre à votre question, enfin, la question des fake news, c'est comment distinguer finalement ce qui est, on appellerait ça autrefois du mensonge, de la propagande intentionnelle, les fausses rumeurs, de ce qui est non pas nécessairement la vérité, mais ce qui est ce que nous pensons savoir et ce que nous observons. Ce que nous voulons croire aussi. Ce que nous voulons croire aussi, mais c'est une façon de distinguer les choses et de les poser surtout sans effet d'autorité. Alain Rediello, les scientifiques participent aussi quand même à cette multiplication des fausses rumeurs. Eux parlent des fois des hypothèses fausses, des fois pour combattre un peu un groupe scientifique concurrent. Alors il y a une difficulté, c'est qu'on nous demande de plus en plus de justifier de notre activité. C'est-à-dire, nous sommes payés par les deniers publics, donc par les gens qui nous regardent, entre autres. Et donc, il faut expliquer ce qu'on fait. Et la frontière entre expliquer ce qu'on fait et vendre sa sauce de façon un tout petit peu exagérée, elle est assez floue. Et donc, effectivement, si vous travaillez dans certains sujets, que ce soit les exoplanètes, que ce soit les trous noirs, que ce soit la cosmologie, on sent bien que la presse généraliste va avoir un intérêt à ça et va avoir une tendance à préférer les annonces un peu excessives. Et donc, effectivement, les scientifiques eux-mêmes peuvent contribuer à un peu flouter le paysage, mais ils sont quand même pas les plus mal intentionnés. Il ne faut pas non plus exagérer les torts qu'on peut avoir. L'ennemi, il est quand même extérieur. Je suis obligé de constater, quand je vois le hiatus, le grand canyon qu'il y a entre le contenu d'une publication scientifique et ce que la presse en dit, je suis obligé de me dire que le tort est quand même souvent du côté de la presse. C'est compliqué parce qu'on n'a pas dans la presse généraliste beaucoup de journalistes scientifiques. On en a de moins en moins. Alors je ne sais pas quels sont les chiffres, c'est moins de 1% des journalistes qui sont des journalistes scientifiques et qui donc doivent couvrir tous les sujets scientifiques. Et encore, il n'y en a quasiment pas dans la presse quotidienne régionale. Non. Et donc, un journaliste, son boulot, en gros, c'est il y a un sujet qu'il ne connaît pas le matin, il est obligé d'en faire un article le soir. Mais alors, si c'est un sujet extrêmement pointu, c'est encore plus difficile à faire. Donc, il y a un manque de personnes, il y a sans doute un manque de formation, enfin une offre de formation qui est insuffisante.
Et donc, effectivement, c'est compliqué. Puis il y a la temporalité aussi qui est pas la même. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Alain voulait rajouter quelque chose? Pour moi, c'est un contexte. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il y a un tort particulier. Je dirais, pour prendre une image astronomique, il y a une triple conjonction. Oui. La première chose, c'est l'intérêt extraordinaire des gens pour ce qui fait rêver. Alors ça, c'est vraiment... On a vraiment envie d'aller vers quelque chose qui nous fait rêver. Je dirais, quand vous allez au cinéma, voir un film de vampire, c'est pas parce que vous croyez aux vampires, c'est parce que vous avez envie de rêver, de vous amuser. Alors, si vous sortez encore du cinéma en croyant aux vampires, c'est que vous avez un problème. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la puissance onirique de ces sujets. Elle est extraordinaire. C'est-à-dire, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'on montre dans ce numéro, c'est que dès qu'on a commencé à montrer Mars, il y a plus d'un siècle et demi dans des lunettes, la première discussion qui s'est engagée, c'est sur les Martiens, c'est les canaux, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit là-bas, est-ce qu'on peut communiquer avec lui. Enfin, tout ça n'est pas nouveau. Même la Lune, qui est l'objet du premier fake news, en quelque sorte, le premier infox, monté par des médias. C'est différent, les deux sont différents. Les deux sont différents. Là, c'est un mensonge. Et le troisième élément donc du rassemblement, c'est l'économie des médias. C'est-à-dire que ces médias, aujourd'hui, sont pluriels. Il n'y a pas que des journaux. Il y a les radios, il y a les télévisions, il y a les médias sociaux, vous les connaissez bien, vous en faites partie. Et surtout, ces médias se nourrissent des réactions des lecteurs et se nourrissent des lecteurs eux-mêmes, puisque faire monter la sauce, comment dire, on fait jamais la une sur une information tiède. On fait la une sur quelque chose qui est en concurrence avec quelque chose d'encore plus exaltant. Donc cette triple conjonction fait que on surexpose des informations qui, pour la plupart, viennent effectivement de sources qui sont tout à fait légitimes, des institutions, des scientifiques, des laboratoires, des universités, mais qui elles-mêmes, parce qu'elles doivent vendre, entre guillemets, ces informations, les ont déjà surexposées. Donc on se retrouve avec une information, on a beaucoup d'exemples, mais ça concerne Mars qui régulièrement fait l'objet d'annonces extraordinaires de découvertes de vie. C'est Vénus dans l'atmosphère dans laquelle on a trouvé de la phosphine qui aurait signé de façon extraordinaire la présence d'une vie, etc. C'est l'exemple que je comptais donner, parce que justement, quand on lit la publication, l'auteur prend quand même de grosses pincettes, de grosses réserves. Il parle de vie extraterrestre, ça pourrait être la vie extraterrestre, mais rien ne le prouve, il est plus probable que ce soit un autre phénomène chimique, etc. Mais le mot est lancé, extraterrestre, et alors là, la machine s'emballe, et entre le fait qu'il faut vendre, donc on fait un titre clairement putaclic, pour utiliser les termes de YouTube. Il y a aussi la faible temporalité, c'est ce qu'on disait, il faut sortir l'article tout de suite parce que le voisin va le faire aussi, etc. On n'a pas le temps de chercher, on n'a pas le temps de vérifier l'information, etc. C'est un cocktail détonnant. Oui. Ça ne peut rien donner de bon. Il y a de très bons exemples. Oumuamua, l'astéroïde Oumuamua, qui est, quand vous regardez vraiment, alors je pense que Alain a dû être sensible à l'information initiale, c'est-à-dire un point de lumière observé par l'ESO, par le télescope, je ne sais plus quel télescope c'était. C'était Pan-STARRS, c'était un projet américain au départ, Pan-STARRS, pardon. Mais qu'il a observé alors qu'il était en train de s'éloigner et que donc on avait finalement très peu de temps pour faire des observations, donc c'était vraiment quelque chose de très fugitif. Et qu'on n'a pas bien étudié, qu'on n'a pas pu bien étudier. Ça, personne n'y peut rien. Et je me souviens quand on a reçu l'image, qui était le communiqué de presse de l'ESO, c'était un dessin d'artiste qui représentait on a tous vu ce cette dessin, galette extraordinaire. voilà. Et on a évidemment pensé à Arthur C. Clarke, Rendez-vous avec Rama. C'était tellement évident. Mais le dessin lui-même avait une signification, un sens. Et donc de se dire que c'est peut-être la conjonction et la vérité, l'information, c'est quelque chose qui vient d'un autre endroit que le système solaire, qui est une découverte quand même intéressante, avec une forme comme ça, laissant suggérer qu'il s'agit peut-être d'un objet inhabité. Et un scientifique, alors là, c'est là où ça m'intéresse d'entendre ce que veut dire Alain, parce que Evilab, qui n'est pas n'importe qui est un ponte dans son domaine aux États-Unis, qui fait un bouquin en disant... mais attention, travailler sur ces sujets-là et poser la question de savoir si c'est vraiment un vaisseau extraterrestre, c'est pas bien vu dans le milieu. Et moi, j'ose dire que finalement, on n'en sait rien et que peut-être qu'on a laissé passer la chance d'attraper des extraterrestres ou un vaisseau extraterrestre. Et là,
c'est du côté du domaine scientifique que ça se passe. Oui, là c'est... Et comment les scientifiques ont réagi par rapport à ça, justement? Alors, déjà, il y a un débat chez les scientifiques pour savoir si c'est bien ou pas bien de faire des vues d'artistes pour illustrer des communiqués de presse. Et là, il y a toujours des débats. Je sais que les gens qui font des exoplanètes, ils n'aiment pas ça du tout, parce que ça donne l'impression qu'on a imagé une exoplanète, etc. Ou qu'on en sait plus qu'on en sait réellement aussi. Et puis, les services de com des universités disent « Ah oui, mais si on accompagne avec une image, on va plus en parler ». Et donc, il y a toujours un compromis à trouver, et qui dit compromis dit compromission, etc. Donc, c'est toujours très compliqué. Mais alors qu'en plus, il y a quelqu'un qui écrit un livre, qui le fait traduire en plusieurs langues, qui fait une sortie mondiale... Qui est un scientifique reconnu. Et qui est un scientifique reconnu, mais qui a toujours, de temps à autre, fait des articles un peu exotiques. Voilà, par exemple, l'univers se refroidit. Aujourd'hui, la température de l'univers, c'est 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Mais il y a une époque où c'était 0 degré Celsius ou 10 degrés Celsius. Et donc, il avait fait un article en disant peut-être que pendant une brève époque de l'histoire de l'univers, la température était pile poil celle où il pouvait y avoir des réactions chimiques. Donc, peut-être qu'il y a eu de la vie qui s'est développée. Donc, il avait fait cet article-là qui était pas très convaincant, mais qui était une sorte de galop d'essai. Et puis, quand il a eu cet objet interstellaire, il a repris l'idée avec de façon plus habile peut-être, ou je sais pas quoi. Mais ce qu'il a fait, c'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Sauf que lancer une hypothèse, ou appuyer une hypothèse peut-être hasardeuse, et dire par exemple que la Terre est plate, c'est quand même deux choses complètement différentes aussi. Oui, d'ailleurs, les scientifiques ne le disent pas. Ils le disent remarqué. Pas. Vous avez écrit un bouquin dessus. Ça veut dire que beaucoup de gens croient encore que la Terre est plate? Alors, j'en ai pas rencontré. J'ai peut-être eu de la chance, je sais pas. J'en ai rencontré un. Et ça fait mal à la tête. En fait, il y a toujours un moment où, quand on est, je dirais, un honnête homme, on découvre la galaxie complotiste et on a un choc, en fait. Moi, j'ai découvert ça il y a 25 ans. C'était au tout début d'Internet avec la comète Hale-Bopp, qui avait été une comète très active, donc on avait détecté plus d'1 an et demi avant son passage au plus près de la Terre, et donc qui avait été abondamment photographié dès le départ. Et des gens disaient qu'il y avait un petit objet en orbite autour de la comète et que c'était donc un vaisseau extraterrestre, etc. Et je me souviens de ça. Et ces idées-là n'auraient jamais diffusé sans Internet. Et puis avec Internet, ça a diffusé de façon presque égale à un moment avec les communiqués de presse des observatoires qui disaient non, il n'y a pas d'objet, les gens qui vous montrent des images qu'on a prises avec un objet autour, ils ont trafiqué ces images. Et donc, très vite, on s'est rendu compte que la rapidité de propagation de l'information n'était pas égale et que les menteurs se propageaient plus vite que les non-menteurs. Et il y a une raison, à mon avis, assez simple, c'est que il y a des discours qui prennent plus que d'autres. Qui sont séduisants. Et comme vous avez, pour un discours vrai, une infinité de discours alternatifs, parmi ces discours alternatifs-là, statistiquement, il y en a toujours un qui va, pour une raison ou pour une autre, en général de mauvaises raisons, diffuser plus vite. On a aussi le principe de Brandolini qui dit que pour une connerie racontée qui va se répandre comme une traînée de poudre, il faut en moyenne 10 fois plus de temps pour la débunker, expliquer pourquoi c'est faux, et le temps qu'on ait mis au point ce debunk, etc., l'idée a eu le temps de faire son chemin et de contaminer tout un tas de gens qu'il va falloir ensuite déconvertir de cette idée. Il est beaucoup plus facile de croire que de décroire à quelque chose qu'on a accepté. Et donc, en tant que débunker, en tant que personne un peu, quand on essaie de rétablir la vérité, si je puis dire, c'est une formule un peu pompeuse, mais on a toujours un train de retard en fait. Oui, on est obligé de réagir. C'est pas nous qui faisons la temporalité. Donc, de toute façon, on est toujours à réaction. On peut pas devancer les gens qui mènent la danse. Oui, d'où l'importance de l'éducation aux médias. C'est-à-dire que nous vivons dans un univers qui est totalement débordé par l'information. Nous avions autrefois quelques journaux, la télévision, il y a 30 ans ou 40 ans, c'était très peu de chaînes. Tout ça a volé en éclats, et on le montre aussi, la consommation des Français, qu'on a pu mesurer sur les médias qu'ils utilisent, montre cette différence entre des générations qui ont cessé de regarder la télévision comme principale source d'information du journal de 20 heures à partir de 30-40 ans. Enfin, il y a vraiment
en dessous de 30 ans, plus personne ne regarde la télé, si je puis dire, de façon ancienne et classique. Donc on voit que là, l'éducation à l'information est extrêmement importante parce que on doit sourcer et on doit douter de toute information, ou en tout cas se fabriquer une culture de regard sur cette information qui est obligatoire. Et je rebondis sur Al-Bop, parce que Al-Bop est un phénomène très intéressant aussi. C'est d'abord, moi j'avais rencontré Monsieur Bop, figurez-vous. Monsieur Hall était un astronome qui observait le ciel aux États-Unis et qui avait été très content, qui était un privé d'ailleurs, un astronome privé. Il n'était pas... Mais qui a fait beaucoup de découvertes notables, la supernova de 87, il a été un des premiers à l'avoir. Donc et Monsieur Bop, c'était Monsieur Tout-le-Monde. Alors Monsieur Bop, c'était un monsieur qui passait par là, un jour où il y avait un astronome amateur qui avait installé un télescope sur sa pelouse, puis qui montrait le ciel, il faisait beau. C'était en Arizona, si mes souvenirs sont bons, ou au Nouveau-Mexique. Et puis il passait par là, et puis, mais vraiment le gars qui jette un œil dans l'oculaire et qui voit une tache floue. Il dit, mais c'est quoi la tache floue là ? Tout le monde regarde sur la carte du ciel, ne voit rien. Je me dis, mais attendez, on va se renseigner. Et Monsieur Bop est le co-découvreur, complètement par hasard, d'une comète dont tout le monde va parler dans le monde entier, la comète Hale-Bopp. Et là, vous voyez bien que, je dirais qu'il y a cette part d'intangible, de hasard, de quelque chose qui n'est pas du tout prémédité et qui peut être détourné à tout moment. C'est-à-dire qu'on dit, attendez, c'est pas un hasard si Monsieur Bop, il a trouvé un objet comme ça. Donc, vous avez déjà là le ferment, en quelque sorte, en communication, de quelque chose qui peut être une rumeur, une infox, enfin, il suffit de le détourner, bon. Mais c'est pas suffisant. Ce qui est extrêmement important dans cette affaire-là, c'est de regarder finalement les circonstances et d'aller plus loin que la seule information, la seule communication. Et pour les comètes, pour les astéroïdes, pour tout objet dans le ciel, il y a une chose qui est extraordinaire quand les gens croient, par exemple, en la Terre plate, c'est qu'ils croient aussi en la méthode expérimentale. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont capables de lancer une fusée pour photographier la Terre et montrer qu'elle est plate, ou de prendre un avion avec un niveau à bulles et de montrer que pendant le vol, le niveau à bulles est plat. Donc ils croient à la méthode expérimentale, mais ne l'appliquent pas à bon escient. Donc il faut regarder ça, il faut démonter tout ça. Et évidemment, ça prend du temps et ça ne peut pas se résumer en un titre, un chapeau et une accroche, comme on le fait dans un journal, je dirais, assez classique. Un autre moyen, c'est essayer de démontrer que la chose qu'on croit est fausse. C'est un peu ce que tu as fait, Arnaud, avec les crop circles. En fait, c'est un petit peu la base de la méthode scientifique quand même, c'est essayer de démontrer qu'une hypothèse est fausse. Et si on échoue suffisamment à démontrer qu'elle est fausse, on peut commencer à la considérer comme vraie. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait exactement ? Alors, bon, dans le cas des crop circles, ce qui s'est passé, c'est... Ouais, alors normalement, ceux qui regardent ma chaîne, si vous n'avez pas vu les vidéos sur les crop circles, qu'est-ce que vous faites là ? Bon, alors, mais sinon, vous allez les voir, il y a une série de 3 vidéos, je vous mets les liens quelque part où vous les trouverez sans trop de difficultés. Le concept, c'était, alors j'habite dans une région où pendant, je sais pas, une bonne quinzaine d'années, il y avait des crop circles régulièrement. Et j'ai toujours considéré ça comme des canulars, mais ça m'empêchait pas d'aller les voir parce que je me disais, bon, c'est quand même... Des cercles dans les champs de blé. Voilà, c'est ça. C'est quand même, c'est du boulot, c'est pas mal, c'est bien fait, c'est bon. Avec les années, j'ai vu débarquer des gens qui expliquaient que c'était extraterrestre et qu'ils en avaient des preuves. Des preuves de l'origine extraterrestre de ces trucs-là. Des blés tordus, des radiations, des trucs, bon, ok. Mais quand j'ai commencé à me pencher un petit peu sur leur théorie, je me suis rendu compte que c'était beaucoup de radiesthésie, donc les mesures faites au pendule, donc même le doigt mouillé c'est plus précis. Les blés courbés, je me suis dit bon, quand on a une fleur sur le bord de la fenêtre et qu'elle se courbe pour aller chercher la lumière, ça ressemble quand même vachement au même phénomène. Ou des insectes morts dans le crop circle, ouais, mais est-ce que tu es allé voir s'il n'y avait pas à tout hasard des insectes morts hors du crop circle aussi, parce que juste, voilà, c'est un hasard. Et donc, on s'est dit, parce qu'on était quand même plusieurs, j'étais à l'initiative du projet, mais en fait, on était quand même une poignée. Hein. Et donc, on s'est dit, il y a 2 solutions. Soit on teste leur méthode, mais en fait, on peut pas, parce que pour ça, il faudrait tester la méthode à la fois dans un crop circle dont on sait qu'il est fait par des êtres humains et dont on sait qu'il est fait par des extraterrestres. Mais comment on fait pour savoir si la méthode
pour savoir que c'est extraterrestre, c'est celle qu'on veut justement tester. C'est pas possible. Donc on s'est dit, on va d'abord tester la méthode, mais par ceux qui les appliquent, par ceux qui l'appliquent. Donc on a fait un crop circle dans le secret le plus total. On est allé voir un agriculteur, on lui a dit écoute, on te paye une parcelle qu'on va ravager, tu dis que t'as rien vu, ou si t'as vu quelque chose, voilà, enfin bon, t'as rien vu quoi. On fait le crop circle, on attend que ça passe dans la presse. En vrai, c'est passé très vite dans la presse parce que dès le lendemain, il y a un ULM qui est passé au-dessus. Quand on l'a vu tourner au-dessus, on a dit c'est bon, c'est fait, ça va être diffusé. Dans les jours qui ont suivi, on a masse de gens qui ont débarqué et il a suffi de les écouter parler. Donc j'étais en caméra cachée il suffisait littéralement de les laisser parler. Je les ai même influencés dans le sens où je défendais des théories sceptiques, moi déjà dans le crop circle, pour voir s'ils avaient quelque chose à en redire. Et ils m'ont tous fait la démonstration que ce crop circle était bel et bien extraterrestre parce qu'ils trouvaient les preuves qu'ils voulaient trouver. Le problème, c'est que comme on savait que ça n'était pas le cas, on savait que la méthode pour déterminer que c'était extraterrestre était caduque. Donc on n'a pas, je l'ai déjà dit une paire de fois, j'insiste dessus, on n'a pas démontré que les crop circles extraterrestres n'existent pas. On a juste démontré, mais c'est largement suffisant je pense, que la méthode utilisée par ceux qui affirment que les crop circles sont extraterrestres ne marche pas. Et donc on n'a aucune preuve que ce soit extraterrestre, et comme on sait que c'est facile à faire par des êtres humains, il y a quand même des gamins qui ont reproduit notre crop circle là en Alsace il y a 2 mois. Donc ils ont fait le même dessin, donc c'est une classe de, je sais plus, des 6e, des 5e, enfin ils étaient pas très vieux, si des gamins arrivent à le faire, c'est pas trop compliqué. Donc si c'est si facile à faire et qu'on n'a aucune preuve tangible que c'est extraterrestre, pourquoi considérer que ça puisse être extraterrestre? Est-ce que vous les avez convaincus? C'est ça le problème. C'est que quand on est croyant, et surtout qu'on a un business derrière, parce que quand même ça aussi, quand on s'est engagé pendant 20, 30, 40 ans à expliquer que c'était extraterrestre, etc., il y a aussi il y a quelque chose qui s'opère dans le cerveau, une sorte de réactance qui fait qu'on ne peut pas accepter d'avoir autant eu tort. Il y a une espèce de biais d'engagement. On a tellement défendu une cause qu'on ne peut pas aller à contresens à un moment. Donc il y en a certains qui, depuis, ont disparu de la circulation, qui ne s'expriment plus sur le sujet, donc je pense qu'ils ont dû se dire que peut-être ils avaient tort quand même, et il y en a d'autres qui continuent à défendre mordicus que c'est extraterrestre, malgré toutes les démonstrations qu'on a faites. Ils continuent en fait à utiliser les mêmes arguments, donc les blés couchés, la radiesthésie et tout le tralala, ce qui veut dire qu'en fait ils n'ont pas écouté, quoi. On voit bien que c'est un mélange de choses. Il y a la foi, la croyance, ouais, le merveilleux scientifique, la propagande, ceux à qui le crime profite. Moi je suis vraiment marqué aujourd'hui dans le domaine spatial, en particulier des annonces qui sont faites en nous expliquant que on débarquera sur Mars et on installera des colonies dans les 5 ans qui viennent, que tout le monde pourra y aller, et c'est une méthode qu'on a connue, je dirais, dans des régimes autoritaires, à une époque où des courses s'étaient engagées entre les États-Unis et l'Union soviétique, pour ne pas les citer. Et on voit aujourd'hui, lorsque nous sommes journalistes scientifiques, que nous n'avons pas accès aux sources. Et ça, pour nous, en tant que journalistes scientifiques, et on peut parler des journalistes scientifiques, c'est-à-dire des gens qui vont à la source de l'information, quand il y a une publication, on va voir les scientifiques, on va les questionner, on va leur dire est-ce qu'il y a une autre équipe qui n'est pas d'accord avec vous, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, on va voir. Dans le domaine spatial, on ne peut plus aller à la NASA, on ne peut pas aller voir ni Elon Musk ni son compère Jeff Bezos dans d'autres registres. On ne peut pas aller en Chine, comme on n'a jamais pu aller en Union soviétique voir les astronautes, etc. Donc nous n'avons pas accès aux sources. Et on voit bien là l'intentionnalité de l'Infox, c'est-à-dire d'essayer d'utiliser de l'information sensationnaliste pour supporter quelque chose qui est une volonté exagérée de soit faire du business, de la communication. Clairement, il y a de la politique derrière, quoi. Pardon? Clairement, il y a de la politique derrière. Oui, ou de la défense, ou des intérêts financiers. C'est ce que j'entendais un peu par politique, en fait. Au sens large du terme, quoi. Donc, oui, voilà. Une intentionnalité. Et c'est bien ça dont nous devons
nous méfier. Et c'est vrai que ça touche tous les domaines, et pas seulement le domaine scientifique, mais ce que raconte Dominique Volton dans l'interview faite par Job, c'est que effectivement la science n'y échappe pas non plus. Et le combat est-il perdu d'avance ou non? Moi, je ne le pense pas. Je pense que à un moment donné, on se réveille du rêve parce que lorsqu'on se rend compte que ça fait 10 ans qu'on nous dit que dans 5 ans on sera sur Mars, à un moment donné, on se dit bon, ça commence à bien faire. N'oubliez pas que le premier président Bush nous promettait un débarquement de la NASA sur Mars en 1989. Donc on est évidemment déjà avec un décalage qui a du sens. Donc on se rend compte justement de cette façon de communiquer, mais bon, voilà, maintenant on le sait. Alain, vous êtes d'accord avec ça? Oui, vous êtes plus pessimiste? C'est une bonne question. Mais en fait, les complotistes sont toujours les idiots utiles de gens mal intentionnés, en fait. Moi, je me suis un peu intéressé, quand j'ai écrit mon livre, aux platistes. Et donc, en fait, il y avait 2 catégories de platistes. Il y avait les gens qui croient que la Terre est plate. Voilà, et qui professent, en fait, les acteurs, pas les victimes. Et donc, il y avait en gros 2 catégories de personnes. Il y avait d'abord les fondamentalistes chrétiens qui disaient la Bible dit que la Terre est plate, donc la Terre est plate. Moi, j'ai regardé les passages incriminés, c'était pas évident, mais pour eux, c'était ça. Et puis, il y avait les complotistes classiques. La NASA dit que la Terre est ronde et la NASA nous ment, donc la Terre est plate. Et donc, quand on voit ça, on dit ce sont d'aimables plaisantins, sauf que les mêmes personnes disent que le climat ne se réchauffe pas. Puisque les fondamentalistes chrétiens disent en gros que Dieu ne saurait avoir permis à l'homme d'opérer sa propre destruction, donc il nie le réchauffement climatique. Et les complotistes classiques disent la NASA dit que le climat se réchauffe, donc il ne se réchauffe pas. Donc en fait, les complotistes, je dirais presque de bonne foi, servent des gens qui sont beaucoup plus mal intentionnés, qui sont beaucoup plus toxiques, je dirais. Et donc c'est ça la difficulté, c'est que on a un système qui s'auto-entretient et qui contribue à ce qu'on prenne de mauvaises décisions. Alors, j'ai envie de dire, bon là forcément, AFA, ciel et espace, machin, on parle d'espace, mais on sort quand même, enfin si ça se trouve on va y retourner, mais on sort quand même d'une grosse pandémie qui nous a montré que dans tous les domaines, il y a des gens qui sont là pour profiter des croyances des gens, de leur peur aussi, de leur peur pour leur vendre des choses, notamment. Les embrigader d'une manière ou d'une autre, mais dès que l'actualité est un petit peu sans sas, dès qu'il se passe un peu quelque chose, ça ouvre oui, un brèche. D'où la nécessité de soutenir le développement d'une culture scientifique au sens large, c'est-à-dire pas je dirais être scientifique soi-même, mais comme les encyclopédistes au XIXe siècle, d'avoir une connaissance générale de ce que la science discute et de son mode de fonctionnement. Alors, c'est-à-dire, ça c'est quand même extrêmement important de voir des gens qui arrivent sur des plateaux qui sont tous spécialistes d'un domaine et qui disent des choses contradictoires. Et ne pas savoir comment fonctionne la science, quels sont ses principes, quels sont, je dirais, ces systèmes d'annonces, de références, etc., est quelque chose qui aujourd'hui n'est plus possible dans notre société où il ne s'agit pas d'avoir la foi en une déclaration, mais de pouvoir s'alimenter aux sources qui nous permettent de se faire une opinion, et cette opinion, elle n'est pas la doxa, c'est-à-dire c'est quelque chose à laquelle on peut adhérer, mais l'adhésion, veut dire aussi la transformation, l'évolution, et changer d'avis, c'est quelque chose qui est fondamental. Alors, Carl Sagan disait quelque chose de très intéressant, il disait que la science, avant d'être un corpus de connaissances, c'est surtout une méthode d'acquisition de ces connaissances. Et c'est ça qui manque, en fait. C'est ça que les gens ont du mal à comprendre quand sur un plateau, ils voient 2 personnes qui ne sont pas d'accord. Ils ont l'impression que du coup, il n'y a pas de consensus dans un domaine, mais il suffit pas de présenter les choses comme ça. Les télés aiment bien présenter des débats, mais parfois, il n'y a pas de débat dans certains domaines. Quoi qu'il en soit, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une période peut-être un peu de transition. La société a beaucoup d'inertie. Et là, depuis quelques décennies, même pas, hein, c'est vraiment très récent, on a cette réelle émergence des réseaux sociaux, tout le monde a voix au chapitre, tout le monde peut dire ce qu'il veut, les informations se propagent entre les gens et plus verticalement d'un média vers les gens, etc. Et ça a changé la donne au niveau de la circulation des infos.
Mais la société ne s'est pas encore adaptée à ça. Et je pense qu'il va falloir passer, pour les jeunes générations, par un enseignement de l'esprit critique ou de la méthode scientifique, ou les deux, vu que on se rejoint quand même pas mal. Et c'est uniquement quand cette nouvelle génération sera formée à la lecture de ces nouveaux médias, etc., à leur interprétation et au fait d'aller chercher les sources, de ne pas croire tout ce qu'on dit, etc., c'est qu'à ce moment-là que peut-être, je l'espère, toutes ces fake news, toutes ces théories du complot, tout ça, reculeront à nouveau quand on aura une génération capable d'appréhender ces informations. Je pense aussi que de toute façon, l'ignorance est le premier terreau du complot, parce que par exemple, pour croire qu'un micro-ondes, ça irradie les aliments et les rend radioactifs, il faut commencer par ne pas savoir comment fonctionne un micro-ondes. On va vous embaucher pour les programmes éducatifs sur lesquels on travaille. L'info sans défaut, défaut, etc. Non mais on est au cœur du sujet. Et tout le monde doit être informé et éduqué, entre guillemets, au sens noble du terme, pas chinois. C'est-à-dire, y compris, et je me souviens moi des discussions qui pouvaient exister avec Hubert Curien, et Dieu sait si ça remonte maintenant, ministre de la Recherche, dans les années 80, en disant les scientifiques eux-mêmes doivent avoir dans leur formation du lien avec les journalistes scientifiques, avec les médias, avec le public, pour comprendre les supports sur lesquels ils communiquent et pas déléguer totalement à des services dits de communication l'information scientifique, parce que elle n'est pas innocente. Elle transporte dans son titre, dans ses images, dans ses porte-paroles, un sens qui peut être un sens qui contredit l'information, ou en tout cas qui l'altère. Ben, merci beaucoup, Alain. Pour conclure, on peut dire que c'est la presse qui peut aider à l'éducation anti-complotisme. Et entre autres la presse, les fake news, ciel et espace. Montre-le. Ciel et espace. Oui. En vente tous les. Regardez comme ils sont beaux tous les deux. Et voilà. À bientôt. Ouais, tu voulais pas encore, Alain, juste nous dire un mot sur l'émission de La Nuit des Étoiles, juste avant qu'on termine Oui, je veux bien. Oui, parce que c'est celle-là maintenant. Oui, c'est ça. Mais qu'on en parle. Pour moi, Les Nuits des Étoiles. L'émission, c'est pendant très longtemps, les premières années en tout cas, c'était France 2. C'était France Télévisions, et c'était une grande émission de soirée, 3 heures, 4 heures. Ça démarrait avec Hubert Reeves sur un plateau où on entendait les cigales, et c'était une grande messe à laquelle assistaient les Français sur l'envie de parler du ciel, de l'espace. Mais il y avait un problème. Alors ça va t'amuser, mais il y avait un problème pour la télévision, c'est que on engageait à aller regarder le ciel et pas à regarder l'écran. Donc ça posait un problème terrible pour la télévision. C'est comment est-ce qu'on peut demander aux gens d'aller regarder le ciel tout en conservant des téléspectateurs. Ça a duré 12 ans. Une dizaine d'années, le temps que finalement on fasse cette démonstration que c'était faisable, qu'on pouvait à la fois regarder la télé et puis aller voir le ciel après ou pas, c'était pas gênant quoi. Et puis voilà, un jour ça s'est arrêté et on s'est dit mais est-ce que La Nuit des Étoiles va s'arrêter? Mais pas du tout. En fait, les nouveaux médias arrivaient, radio, télévision supplémentaire, il n'y avait pas encore le YouTube, il y avait, mais en fait finalement, comme la fête de la musique, elle s'est, entre guillemets, imposée comme une forme naturelle de lien social. Et pour moi, c'est le premier festival estival gratuit de l'été où pas nécessairement une nuit en particulier, mais pendant le mois d'août, on se retrouve pour regarder le ciel. Alors évidemment, pendant les Nuits des Étoiles particulièrement, parce qu'il y a des clubs d'astronomie, il y a des instruments, il y a des gens qui connaissent et qui peuvent montrer, mais je dirais simplement sortir quand il n'y a pas de lune au moment des Perséides, ce qui est le cas cette année, et puis aller s'installer tranquille dans le noir, à la plage, en montagne, et juste regarder le ciel et le contempler. Simplement ça, c'est pour moi du lien avec l'environnement, avec la nature, et ça interroge finalement notre... et avec les gens, et ça nous interroge, et c'est ça, le déclencheur, et c'est ça qui pour moi fait que La Nuit des Étoiles a une
une importance considérable, c'est que il n'y a pas un message particulier, elle s'est imposée comme étant un lien avec le ciel et intergénérationnel. Et donc c'est en ce sens-là qu'elle fête ses 30 ans avec beaucoup d'allant et beaucoup de perspectives, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a pas fini de découvrir des choses. Et quand on a commencé en 1991, il n'y avait pas Internet. C'était l'année où on a communiqué pour la première fois un message sur Internet, 1991, premier message Internet. On n'avait pas d'exoplanète. Michel Mayor et Didier Queloz n'avaient pas encore trouvé la première exoplanète. Et le télescope spatial Hubble faisait des images floues. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup d'espoir pour les 30 ans qui viennent. Et donc, cette année, l'émission de la Nuit des Étoiles, ça aura été, parce que là, on termine doucement, ça aura été sur YouTube, sur la chaîne YouTube Astrono Geek, du coup. Et donc, je remercie quand même encore une fois toute l'équipe de Ciel et Espace qui a pas mal aidé à l'organisation, tout ça. Je me suis occupé, moi, de la réalisation globalement de l'émission, mais les interviews, vous avez vu, j'ai laissé faire. Les invités, c'est Ciel et Espace. Les interviews, c'est Ciel et Espace. Le lieu, c'est Ciel et Espace. Alors, c'est l'Observatoire astronomique de Paris, mais c'est eux qui ont booké l'endroit. J'ai rien fait. On va juste remercier rapidement. Il y a Bertrand Kulik, que vous connaissez peut-être, qui est derrière l'une des caméras. Jean-Luc d'Auvergne, qui est derrière celle que je regarde là tout de suite. Oui, c'est toi que je regarde. Jean-Luc, avec qui on est allé voir Sofia, on est allé voir l'éclipse au Chili. Donc normalement, vous connaissez déjà un peu sa tête. Et on a Cécile, tu es aussi de Ciel et Espace. Je t'ai pas posé la question. Oui, tu es aussi de Ciel et Espace, et donc qui nous gère la 3e caméra. Voilà, si Bertrand arrive à la cadrer, à peu près, ouais, ça ira. Et donc merci à vous, merci encore à l'Observatoire astronomique de Paris. Je reviendrai. On s'est booké 2-3 peut-être futures vidéos. Et bon, je sais pas, je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'en oublie sûrement. Merci beaucoup Fabienne aussi dans cette vidéo pour nous avoir accueillis ici. Et donc merci à vous d'avoir regardé cette série de vidéos. Et donc n'oubliez pas, parce que c'est encore ce week-end, levez les yeux au ciel, soyez astrono geek et à la revoyure.